Bienvenue dans la section des soins de santé du module 2. Dans ce module, vous obtiendrez des informations sur les instructions pour les premiers soins de base, comment prévenir les infections saisonnières, comment prendre soin des groupes vulnérables, comme les nourrissons et les personnes âgées. Le secteur des soins de santé est l'un des secteurs les plus florissants de notre époque. La santé est un droit fondamental et de plus en plus de personnes recherchent des services de santé à domicile, notamment pour soigner leurs membres les plus vulnérables, tels que les nourrissons et les personnes âgées. C'est pourquoi il est important d'avoir la formation appropriée pour être compétitif sur ce marché du travail. Voyons quelques opportunités d'emploi dans le secteur des soins de santé. Premièrement, il y a certaines opportunités d'emploi dans la garde des nourrissons, la garde d'enfants, qui est aussi connue sous le nom de garderie, qui consiste en la garde et la surveillance d'un enfant ou de plusieurs enfants à la fois, dont l'âge varie de 6 semaines à 13 ans. La garde d'enfants est l'action ou la compétence de s'occuper des enfants par une garderie, des nounous, une baby-sitter, des enseignants ou d'autres prestataires. Les soins aux personnes âgées sont la satisfaction des besoins et exigences spéciales propres aux personnes âgées. Ce terme général englobe des services tels que l'aide à la vie, les soins de jour pour adultes, les soins de longue durée, les maisons de retraite, souvent appelés soins en établissement, les soins palliatifs et les soins à domicile. Une autre option est un emploi en tant que personnel auxiliaire non agréé. Cet auxiliaire est une sorte d'assistant qui aide les personnes ayant un handicap physique, une déficience mentale et d'autres besoins de soins de santé dans leurs activités de la vie quotidienne. Les personnels auxiliaires non agréés fournissent également des soins au chevet du patient, y compris des procédures infirmières de base, le tout sous la supervision d'une infirmière agréée, d'une infirmière auxiliaire agréée ou d'un autre professionnel de la santé. Des compétences très importantes dans le secteur de la santé sont les instructions de premiers soins. Différents exemples sont une situation de saignement ou une situation particulière de saignement de nez. Comme vous pouvez le voir sur la photo, en cas de saignement de différentes parties du corps, vous devez couvrir la plaie avec une gaze ou un chiffon et appliquer une pression directe pour arrêter la circulation sanguine. N'enlevez pas le chiffon. Ajoutez plus de couches si nécessaire. Le chiffon aidera à former des caillots pour arrêter le flux. Élevez la plaie au-dessus du cœur. En élevant la plaie, vous ralentissez l'écoulement du sang. À mesure que le sang ralentit, il devient plus facile de l'arrêter avec une pression directe. Utilisez des points de pression. Les points de pression sont des zones du corps où les vaisseaux sanguins passent près de la surface. Points de pression commun. Bras entre l'épaule et le coude, l'artère brachiale. Aine le long de la ligne du bikini, l'artère fémorale. Derrière le genou, l'artère poplitée. En cas de saignement de nez, les premiers soins que nous suggérons sont de se pencher en avant, pas en arrière. Si le sang va dans l'estomac, cela provoquera des nausées. Passer le nez juste en dessous de l'arête. Vérifiez après 5 minutes si le saignement s'est arrêté. Sinon, continuez à passer et vérifiez après 10 minutes supplémentaires. L'application de glace sur la partie osseuse du nez, des joues et de la bouche provoque une vasoconstriction réflexe dans la zone environnante. La définition du saignement de nez est un saignement de l'intérieur du nez dû à un traumatisme. La principale cause d'un saignement de nez est le traumatisme digital, autrement dit se mettre le doigt dans le nez. Ici, vous pouvez voir les choses à faire et à ne pas faire en cas de saignement de nez. Nous n'inclinons absolument pas la tête en arrière car le sang sera dirigé vers la trachée et il y a un risque de noyade. Après avoir contrôlé l'épistaxis, il est préférable d'éviter les exercices intenses, les aliments épicés et le tabagisme. Tout cela provoque une vasodilatation qui peut entraîner de nouveaux saignements de nez. La réanimation cardio-pulmonaire est l'une des compétences de premiers soins les plus importantes. La réanimation cardio-pulmonaire est une procédure d'urgence qui combine souvent des compressions thoraciques avec une ventilation artificielle dans le but de préserver manuellement la fonction cérébrale intacte jusqu'à ce que d'autres mesures soient prises pour rétablir la circulation sanguine spontanée et la respiration chez une personne en arrêt cardiaque. Vous pourrez voir la photo dans la diapositive suivante. Si une personne est en arrêt cardiaque et que la réanimation cardio-pulmonaire n'est pas pratiquée, cette personne mourra. Avant de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, secouez et criez. Saisissez le patient par les épaules et secouez-le vivement. Vérifiez la respiration.
Inclinez la tête du patient vers l'arrière et recherchez la respiration. Si le patient ne respire pas en l'espace de 10 secondes, commencez la réanimation cardio-pulmonaire. Appuyez sur la poitrine. Imaginez une ligne entre les mamelons et placez vos mains au centre de la poitrine, juste en dessous de cette ligne. Poussez fort et vite, environ 2 fois par seconde. Insufflation de sauvetage. Appuyez 30 fois sur la poitrine, puis donnez 2 insufflations. Selon les lignes directrices de l'Association américaine du cœur et de la Croix-Rouge américaine en 2010, les mesures à prendre lorsqu'un arrêt cardiaque est suspecté sont: ordonner à quelqu'un d'appeler le système d'alerte médicale du lieu. Ensuite, commencez immédiatement les compressions thoraciques, quel que soit votre entraînement. Compressez fort et rapidement au centre de la poitrine, permettant un recul entre les compressions. Il est essentiel de ne pas retarder les compressions thoraciques. Il faut donc recommander à quelqu'un d'autre de trouver un défibrillateur pendant que vous effectuez des compressions thoraciques. N'oubliez pas que l'étape la plus importante de l'arrêt cardiaque est d'appeler à l'aide avec le système d'alerte médicale. Le projet pourrait vous donner des instructions importantes sur les fractures. Toutes les blessures aux extrémités doivent être traitées comme des os cassés, fractures, jusqu'à ce qu'une radiographie puisse être obtenue. Ensuite, ce que vous devez faire lorsque vous faites face aux instructions de premiers soins concernant les fractures est de rester en sécurité. Le patient a été blessé d'une manière ou d'une autre, ne vous blessez pas de la même manière. Si le pied ou la main de l'extrémité blessée est froid ou bleu, appelez les urgences médicales. Ne pas redresser l'extrémité si elle est déformée, gardez-la dans la position trouvée. Stabilisez l'extrémité, utilisez un rembourrage pour la garder immobile. Mettre de la glace sur la blessure, ne mettez jamais la glace directement sur la peau, mettez-la d'abord dans un sac avec une couche de tissu entre le sac et la peau. Après avoir maintenu la glace sur la blessure pendant environ 20 minutes, retirez-la pendant 20 minutes. Élevez l'extrémité pour réduire le gonflement. Les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou le naproxène soulageront la douleur. Avec l'émergence du Covid-19, la prévention des infections saisonnières est devenue une priorité absolue dans le système infirmier et médical. Donc, la première étape pour prévenir les infections saisonnières est de savoir ce qu'elles sont. Ce sont des infections généralement bénignes, des voies respiratoires supérieures qui surviennent principalement en hiver et sont causées par environ 200 types de virus différents. Le plus important et le plus contagieux est le rhinovirus, tandis que la forme d'infection la plus grave est causée par le virus de la grippe et le virus respiratoire syncytial. Cela concerne l'ensemble de la population, car chaque adulte en bonne santé est censé tomber malade 2 à 3 fois par an. Dans la grande majorité des cas, les symptômes disparaissent en quelques jours, généralement de 7 à 10 jours. Alors, comment les infections saisonnières se transmettent-elles d'une personne à l'autre? Tout d'abord par inhalation de gouttelettes dispersées par des personnes malades, en toussant ou en éternuant, ou par contact direct des mains avec le visage, nez, bouche, etc., après un contact avec des objets contaminés. Quels sont les principaux symptômes? Le plus souvent, ils peuvent inclure cataracte ou congestion nasale, mal de gorge et enrouement, diarrhée, toux sèche ou grasse, maux de tête, douleurs dans les muscles et les articulations, fatigue, perte d'appétit et rarement de la fièvre. Vous devez savoir que nous devons rechercher une aide médicale si nous sommes confrontés à la situation suivante: fièvre supérieure à 39,4 degrés, difficulté à respirer, dyspnée sévère, fièvre accompagnée de transpiration, de frissons et de toux avec du mucus, ganglion lymphatique particulièrement enflé dans la région cervicale, douleur intense dans la zone du visage, front et côté du nez, ou si les symptômes persistent après 2 semaines. Alors, comment pouvons-nous prévenir les infections? Le seul moyen efficace pour prévenir les infections virales est de limiter autant que possible la propagation des virus. Cela comprend principalement se couvrir la bouche et le nez lorsque nous toussons ou éternuons avec un mouchoir ou avec l'intérieur du coude. Éviter le contact des mains avec le visage, bouche, nez, yeux. Nettoyage régulier des surfaces et des articles courants tels que bureaux, écran d'ordinateur, ordinateur portable et souris, boutons, interrupteurs, téléphone, photocopieur, appareil électrique. Ventilation bonne et régulière des zones avec de l'air frais et propre. Pour la prévention de la grippe, il est recommandé une vaccination antigrippale précoce dans les groupes à haut risque, personnes ayant de graves problèmes de santé, entre octobre et novembre. Lavage des mains soigné et fréquent, et bien sûr un mode de vie sain qui comprend une alimentation équilibrée, fruits, légumes, poissons, noix, se reposer, éviter de fumer et limiter la consommation d'alcool, faire systématiquement des exercices légers comme la marche. Comme nous l'avons présenté au début de ce module, la prise en charge des groupes vulnérables est extrêmement importante.
Le savoir-faire de la prise en charge des nourrissons est extrêmement important dans le secteur de la santé. Vous devez apprendre à aider l'enfant à se reposer suffisamment. Assurez-vous de placer le bébé sur le dos pour réduire le risque de mort subite du nourrisson. Vous devez apprendre à changer les couches du bébé. Retirez la couche sale du bébé. Si elle est mouillée, placez le bébé sur le dos et retirez la couche et utilisez de l'eau et un gant de toilette pour essuyer. Essuyez les filles de l'avant vers l'arrière pour éviter les infections urinaires. Vous devez également apprendre à baigner le bébé. Déshabillez soigneusement le bébé, ensuite glissez le bébé dans la baignoire avec les pieds en premier, tout en utilisant l'une de vos mains pour soutenir le cou et les mains du bébé. Utilisez un savon doux et utilisez-le avec parcimonie pour ne pas en mettre dans les yeux du bébé. Enveloppez le bébé dans une cape de bain et séchez-le. Les bienfaits de l'heure du bain pourraient être interprétés comme une expérience d'apprentissage pour les bébés. Il peut apaiser les bébés difficiles et les réconforter car l'eau chaude peut induire le sommeil. Une autre compétence importante que vous devez acquérir pour entrer sur le marché du travail est d'apprendre à nettoyer les yeux, les oreilles et le nez du bébé. Vous pouvez nettoyer les yeux, les oreilles et le nez du bébé avec de l'eau chaude. Il faut éviter d'utiliser du savon car la peau du bébé est sensible et le savon peut la dessécher. Les étapes à suivre pour nettoyer le visage de bébé sont: prenez des boules de coton, faites tremper une boule de coton dans de l'eau tiède, nettoyez les coins des yeux en essuyant doucement des coins intérieurs aux coins extérieurs, utilisez une nouvelle boule de coton pour chaque œil, essuyez doucement autour de chaque narine pour éliminer le mucus. Il est préférable de ne rien mettre directement dans le nez, y compris les cotons-tiges. Cela peut blesser la muqueuse du nez et provoquer des saignements. Essuyez derrière les oreilles du bébé et autour de l'extérieur de chaque oreille. Veillez à ne rien mettre dans l'oreille car il est très facile de l'endommager. Essuyez doucement sous le menton et le cou du bébé en veillant à essuyer entre les plis de la peau. Tapotez doucement la peau du bébé avec une serviette douce. Assurez-vous de sécher sous les plis cutanés et derrière les oreilles. Si le bébé s'énerve lorsque vous essayez de le nettoyer, essayez de parler doucement ou de chanter une chanson. Vous devriez prendre des notes importantes sur les directives de nutrition et d'alimentation pour les bébés, car pendant la première année de bébé, il triplera son poids de naissance et augmentera sa taille de 50%. Donc manger est une priorité absolue. Vous devez donc vous renseigner sur les besoins nutritionnels des bébés à chacune des étapes de vie suivantes. Pour les nouveau-nés et les bébés jusqu'à 4 mois, le lait maternel ou la préparation pour nourrissons est leur principale source de nutrition jusqu'à l'âge d'au moins 12 mois. À cet âge, le meilleur et le seul aliment est le lait maternel, les préparations pour nourrissons ou une combinaison des deux. Certains bébés mangent toutes les 2-3 heures, d'autres restent plus longtemps sans manger. L'Académie américaine de pédiatrie recommande de réveiller votre bébé toutes les 3-4 heures s'il ne le fait pas de son propre chef. Pour les bébés de 4 à 6 mois, ils doivent améliorer leur capacité à communiquer. La communication est importante au moment de l'introduction des aliments solides car les bébés peuvent montrer leur faim en ouvrant la bouche et en se penchant vers la nourriture. De même, ils montreront leur aversion en se penchant en arrière et en repoussant. Au cours de ces mois, la plupart des bébés sont initiés aux aliments solides, bien que le lait maternel et les préparations pour nourrissons répondent encore largement à leurs besoins nutritionnels. Les bébés de 7 à 9 mois peuvent commencer à mâcher avec un mouvement de haut en bas de la mâchoire, remplaçant le mouvement de succion. Ceci, combiné à sa capacité de saisir et de mettre la nourriture directement dans sa bouche, vous indique qu'il peut commencer à manger avec les doigts. L'étape suivante nous emmène vers des aliments plus épais et plus gros, mais vous pouvez également proposer de la purée molle. Les bébés de 9 à 12 mois peuvent tenir et manipuler un biberon. Ils imitent ceux qui les entourent et préfèrent mâcher plutôt que sucer. Maintenant, ils peuvent se nourrir pendant que vous les surveillez. Les préparations pour nourrissons et le lait maternel fourniront toujours le plus de nutriments, mais les aliments solides deviennent plus attrayants. À la fin de la première année, les bébés devraient être capables de manger la plupart des aliments pour adultes en supposant que la texture et la consistance soient gérables. Gardez un œil sur les aliments qui présentent un risque d'étouffement, comme les arachides, le maïs soufflé, les raisins entiers, les hot dogs et les carottes crues. Évitez les aliments gras ou épicés. Le marché du travail européen offre de nombreuses opportunités d'emploi dans la prise en charge des personnes âgées. Que vous choisissiez de travailler dans une maison de retraite publique ou privée ou dans les soins à domicile, vous devriez apprendre quelques leçons importantes sur le soin aux personnes âgées. La première leçon est que la dignité est importante. La capacité de préparer le repas, de se laver et de réaliser les activités de base auxquelles ils étaient habitués peut les déchirer de l'intérieur. Votre travail consiste à les aider à retrouver cette confiance.
Les personnes âgées peuvent être un peu grincheuses et cela pourrait les amener à devenir un peu abusives envers la personne qui prend soin d'elles. Vous ne devriez pas riposter et il n'est même pas conseillé de se livrer au commérage à propos d'un tel événement. Le mieux que vous puissiez faire est de signaler cette forme d'abus à la personne appropriée. Vous devez également être fiable. Les personnes âgées peuvent facilement perdre confiance en un soignant s'il arrive en retard ou ne respecte pas les délais convenus. Il faut se montrer comme quelqu'un sur qui on peut compter. Les problèmes de santé courants pour les personnes âgées sont généralement associés à un âge plus avancé et nécessitent donc des soins aux personnes âgées. Ceux-ci peuvent généralement inclure fragilité, démence, délire, chute, mauvaise mobilité, incontinence, troubles du mouvement, devoir prendre beaucoup de médicaments différents et les exigences en matière de soins aux personnes âgées peuvent donc être très variées. Du soutien aux activités générales de la vie quotidienne telles que se laver, s'habiller et manger, etc., à des soins aux personnes âgées beaucoup plus ciblés, liés à des problèmes de santé spécifiques et graves. Acquérir des connaissances sur les maladies dans le cadre de soins spéciaux comme pour Alzheimer pourrait vous permettre d'avoir un profil concurrentiel sur le marché du travail. La maladie d'Alzheimer peut durer plus d'une décennie, elle a tendance à se développer lentement et s'aggrave progressivement sur plusieurs années. La mémoire, la pensée, le jugement, le langage, la résolution de problèmes, la personnalité et le mouvement peuvent tous être affectés par la maladie. Dans la phase 1, la maladie d'Alzheimer commence bien avant que les symptômes n'apparaissent. Cette étape est appelée maladie d'Alzheimer préclinique. Vous ne remarquerez donc pas de symptômes pendant cette étape, pas plus que ceux qui vous entourent. Cette étape de la maladie d'Alzheimer peut durer des années, voire des décennies. Dans la phase 2, les personnes atteintes de troubles cognitifs légers ont de légers changements dans leur mémoire et leur capacité de réflexion. Ces changements ne sont pas encore assez importants pour affecter le travail ou les relations. Les gens peuvent avoir des problèmes de mémoire lorsqu'il s'agit d'informations qui sont généralement faciles à retenir, telles que des conversations, des événements récents ou des rendez-vous. Ils ont également du mal à juger du temps nécessaire pour une tâche, ou ils peuvent avoir des difficultés à juger correctement le nombre ou la séquence d'étapes nécessaires pour terminer une tâche. La capacité de prendre de bonnes décisions peut devenir plus difficile pour les personnes atteintes de déficits cognitifs légers. Mais toutes les personnes atteintes de troubles cognitifs légers ne sont pas atteintes de la maladie d'Alzheimer. La phase 3 de la maladie d'Alzheimer est souvent diagnostiquée au stade de la démence légère, lorsqu'il devient clair pour la famille et les médecins qu'une personne a des problèmes de mémoire et de pensée importants qui ont un impact sur son fonctionnement quotidien. Au stade de la démence légère, les personnes peuvent avoir une perte de mémoire d'événements récents. Les individus peuvent avoir du mal à se souvenir des informations nouvellement apprises et à poser la même question encore et encore. Une difficulté à résoudre des problèmes, à effectuer des tâches complexes et à avoir un jugement judicieux. Des changements de personnalité. Les gens peuvent devenir introvertis, en particulier dans des situations socialement difficiles, ou montrer une irritabilité ou une colère inhabituelle. Une motivation réduite pour accomplir des tâches est également courante. La phase 4 de la maladie d'Alzheimer est ce qu'on appelle une démence modérée, où les gens deviennent plus confus et étourdis et commencent à avoir besoin de plus d'aide pour les activités quotidiennes et les soins personnels. Les personnes atteintes de démence modérée font preuve d'un jugement de plus en plus pauvre et d'une confusion croissante, subissent une perte de mémoire encore plus grande, ont besoin d'aide pour certaines activités quotidiennes, subissent des changements significatifs de personnalité et de comportement, deviennent souvent agités, surtout en fin de journée. Certaines personnes peuvent avoir des accès de comportement physique agressif. Au stade avancé de la maladie, appelée démence sévère due à la maladie d'Alzheimer, la fonction mentale continue de décliner et la maladie a un impact croissant sur le mouvement et les capacités physiques. Au stade avancé de la démence sévère due à la maladie d'Alzheimer, les personnes perdent la capacité de communiquer de manière cohérente. Une personne ne peut plus converser ou parler d'une manière qui a du sens, même si elle peut parfois dire des mots ou des phrases. Ont besoin d'une assistance quotidienne pour les soins personnels. Cela comprend une assistance totale pour manger, s'habiller, aller aux toilettes et toutes les autres tâches quotidiennes de soins personnels. Expérimente une baisse des capacités physiques. La personne peut devenir incapable de marcher sans assistance, puis incapable de s'asseoir ou de lever la tête sans soutien. Les muscles peuvent devenir rigides et les réflexes anormaux. Finalement, une personne perd la capacité d'ingurgiter et de contrôler les fonctions de la vessie et de l'intestin. Une autre maladie grave chez les personnes âgées est le diabète sucré. C'est une maladie chronique qui est causée par un déficit de production d'insuline par le pancréas ou par l'inefficacité de l'insuline produite.
Une telle carence entraîne une augmentation des concentrations de glucose dans le sang qui à son tour endommage de nombreux systèmes de l'organisme, en particulier les vaisseaux sanguins et les nerfs. Il existe deux principales formes de diabète. Diabète de type 1, anciennement appelé insulinodépendant. Diabète de type 2, appelé non-insulinodépendant. Les symptômes du diabète peuvent être prononcés, légers ou même absents. Dans le diabète de type 1, les symptômes classiques sont la sécrétion excessive d'urine, polyurie, la soif, polydipsie, la perte de poids et la fatigue. Ces symptômes peuvent être moins marqués dans le diabète de type 2. Sous cette forme, il peut également arriver qu'aucun symptôme précoce n'apparaisse et que la maladie ne soit diagnostiquée que plusieurs années après son apparition, lorsque des complications sont déjà présentes. Il est essentiel de prendre des mesures pour prévenir le diabète, car le délai avant qu'une personne en prenne conscience peut faire progresser la maladie. Il existe plusieurs façons de réduire le risque de développer un diabète de type 2. Faire de l'exercice léger à modéré pendant au moins 150 minutes par semaine, y compris l'activité quotidienne. Maintenir une alimentation saine et équilibrée. Réduire les sucres simples, les excès de sucre et de graisse dans les aliments. Surveiller l'apport en glucides. Manger des petits repas tout au long de la journée plutôt que 3 gros repas. Perdre du poids. Surveillance ou traitement de la glycémie. Réduire le stress. Rester hydraté. Augmenter les fibres dans l'alimentation quotidienne. Et avoir un horaire de sommeil régulier pour réduire la libération d'hormones de stress. Les gens devraient commencer à subir des tests de dépistage du diabète chaque année une fois qu'ils atteignent 45 ans. L'Organisation mondiale de la santé a publié des recommandations sur les valeurs diagnostiques de la glycémie. Le régime alimentaire et l'activité physique sont les piliers du traitement non pharmacologique du diabète. Environ 40% des diabétiques ont besoin d'argent euro pour un contrôle satisfaisant de la glycémie et environ 40% ont besoin d'injections d'insuline. Les personnes atteintes de diabète de type 1 dépendent généralement totalement des injections d'insuline pour survivre. Ces personnes nécessitent une administration quotidienne d'insuline. La majorité des personnes souffrant de diabète ont la forme de type 2. Bien qu'elles ne dépendent pas de l'insuline pour survivre, environ un tiers des personnes atteintes ont besoin d'insuline pour réduire leur glycémie. Les complications associées au diabète sont la cécité et la déficience visuelle. Elles sont également associées à des lésions des petits vaisseaux sanguins de l'œil, entraînant une perte de vision. La perte de vision et la cécité chez les personnes atteintes de diabète peuvent être évitées par une détection et un traitement précoce. Des examens oculaires réguliers, une intervention rapide avec un traitement au laser ou une intervention chirurgicale. Le diabète est l'une des principales causes d'insuffisance rénale, mais sa fréquence varie selon les populations et elle est également liée à la gravité et à la durée de la maladie. Les mesures visant à ralentir la progression des lésions rénales comprennent le contrôle de l'hyperglycémie, le contrôle de l'hypertension artérielle, l'intervention avec des médicaments au stade précoce des lésions rénales et la restriction des protéines alimentaires. Le dépistage et la détection précoce de l'insuffisance rénale diabétique sont un moyen important de prévention. Les maladies cardiaques représentent environ 50% de tous les décès parmi les personnes atteintes de diabète dans les pays industrialisés. Les facteurs de risque comprennent le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et l'obésité. La neuropathie diabétique est probablement la complication la plus courante du diabète. La neuropathie peut entraîner une perte sensorielle et des lésions des membres, bras et jambes. C'est aussi la principale cause d'impuissance chez les hommes diabétiques. De plus, la maladie du pied diabétique, due à des modifications des vaisseaux sanguins et des nerfs, entraîne souvent une ulcération et une amputation ultérieure d'un membre. Le diabète est la cause la plus fréquente d'amputation non traumatique du membre inférieur qui peut être évitée par une inspection régulière et de bons soins du pied. Le projet Upgrade vous propose quelques conseils utiles pour une carrière dans le secteur de la santé. Premièrement, la formation est importante, alors recherchez plus de formations ou de formations professionnelles près de chez vous et utilisez les connaissances acquises dans ce cours et préparez votre CV et vous-même en conséquence pour les entretiens. N'oubliez donc pas de passer le test et de tester vos connaissances avec le quiz. Le matériel est toujours disponible pour une lecture plus approfondie. Merci pour votre temps.